Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. La loi El Khomri suite face à la fronde citoyenne et politique. François Hollande exclut tout retrait du texte, mais il y aura des corrections. Le gouvernement mise sur une taxation des CDD dont les recettes pourraient financer le compte personnel d'activité. Alors est-ce un geste à l'égard des jeunes? Est-ce efficace contre le chômage? Quelle autre modification possible? Le plan turco-allemand négocié par la chancelière Angela Merkel et le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu sur la crise migratoire suscite les critiques. Il prévoit de renvoyer vers la Turquie tous les migrants, y compris les demandeurs d'asile syriens qui fuient la guerre. Du coup, inquiétude sur la question des droits de l'homme et sur les concessions accordées à la Turquie. Assistons-nous à un marchandage? Un tel accord est-il légal et réaliste? Quel est le prix à payer pour l'engagement d'Ankara? Enfin, la Banque Centrale Européenne a sorti son bazooka, taux directeur à zéro, baisse du taux marginal de prêt, rachat d'actifs élargi, réaction des marchés, euphorie puis baisse. Est-ce un tournant? Quel est le véritable impact de cette nouvelle phase de la politique de Mario Draghi? Et on en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Diana Filippova. Bonjour, vous êtes cofondatrice du think tank WeShare. Guillaume Duval, bonjour, rédacteur en chef d'Alternatives économiques qui titre sur Cet homme peut-il sauver l'Europe? Vous l'aurez reconnu, c'est Mario Draghi. Vous êtes également auteur de La France ne sera plus jamais une grande puissance, tant mieux. Et c'est chez La Découverte. Et puis Jean-Marc Daniel, bonjour Jean-Marc, économiste, professeur à l'ESCP Europe. Les discussions autour de la loi El Khomri se poursuivent face à l'opposition citoyenne et politique. François Hollande exclut tout retrait du texte, mais il y aura des corrections, a affirmé le président de la République. Le gouvernement mise notamment sur une taxation des CDD dont les recettes pourraient financer le compte personnel d'activité. Alors, est-ce un geste à l'égard des jeunes? Est-ce efficace contre le chômage? Finalement, quelles sont les autres modifications possibles? Quelques réactions et on en débat ensuite. Je ne négocie pas un plat de lentilles. On veut le repas complet. C'est le gouvernement qui a décidé de jouer l'épreuve, de durcir le ton, de jouer le bras de fer avec les organisations syndicales et la jeunesse. En 2009, il y a eu une récession. En France, cette récession, elle a été 2 fois moins brutale qu'en Allemagne. Nous avons détruit 7 fois plus d'emplois. 7 fois plus. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'adapter un peu. L'Allemagne, elle a quoi? Elle a la possibilité de faire du licenciement économique pour quelques salariés. Elle a la possibilité de négocier des accords d'entreprise, ce que ce texte apporte aussi en matière de temps de travail, de s'adapter. Nous, c'est quitte ou double. Donc je crois que la mobilisation qui est en cours, elle est extrêmement importante. Ce gouvernement la craint et ce gouvernement va y réagir. L'idée, c'est pas de retirer ce qui, d'ailleurs, pour l'instant, n'a pas été encore adopté et n'a pas été encore présenté, n'a pas été encore précisé. Donc l'avis, c'est pas de se retirer. Jean-Marc Daniel, juste un mot avant de revenir justement sur cette taxe sur les CDD. Vous participez au lancement de la Gauche Libre ce week-end, qui est un nouveau think tank d'Emmanuel Macron, les jeunes avec Macron. Alors en quoi ça consiste-t-il en quelques mots? Je crois en 2 mots que les jeunes qui sont derrière cette initiative ont un double objectif. Le premier, c'est de sortir de la gauche d'indignation pour aller dans la gauche de proposition. C'est celle de Macron, celle-là? Et justement, dans la société dans laquelle on est, celui qui fait des propositions, c'est plutôt Emmanuel Macron. Et le deuxième constat, c'est qu'il y a une urgence, parce qu'il y a un autre pôle politique qui fait des propositions, qui est le Front National, qui fait des propositions antilibérales sur le plan à la fois politique et économique. Et donc, on ne peut le combattre que si on est concret, si on a des résultats et si on a des propositions qui correspondent aux soucis et aux préoccupations de la population. Pour résumer en un mot, je crois que le véritable danger de ce que nous vivons à l'heure actuelle, c'est de rester dans l'illusion lyrique, le discours permanent sur Yaka Faucon, le changement c'est maintenant, la rupture avec le capitalisme. Justement, Yaka Faucon va-t-il se présenter Emmanuel Macron en 2017? Enfin bon, c'est vrai que. Alors après, il y a un parti derrière lui, ce qu'il n'a pas. Oui, après, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau programmatique, il y a le niveau des idées, ensuite il y a le niveau des hommes. C'est vrai qu'il porte un programme qui est assez similaire de celui de Manuel Valls. Et ce que l'on voit, c'est qu'ils sont en train de se déchirer. Donc après, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui prenne le flambeau, qui soit le porteur de ce message. Donc, en attendant, en tout cas, ce week-end, un certain nombre de gens vont dire, voilà, nous voulons porter ce message après à quelqu'un d'être le porte-parole. Alors, taxer les CDD est-il une solution pour éviter la précarisation des salariés? Écoutez, d'abord, je ferai juste une réflexion de forme. Je croyais que le président de la République nous avait dit que les hausses d'impôts, c'était fini. Et depuis, on a augmenté l'impôt sur l'essence, enfin sur le gazole. Maintenant, on va augmenter l'impôt sur le travail. Donc, je crois que là aussi, il y a un problème de cohérence. Donc, derrière Ils sont déjà taxés, en plus, les CDD. Hein. Déjà, il y a 2 éléments. Il y avait une bonne idée au départ, qui était l'idée qui avait été avancée dans leur rapport de 2003 par Olivier Blanchard et Jean Tirole, sur cette idée de faire de l'assurance chômage une vraie assurance, avec une logique de bonus-malus, c'est-à-dire une logique
logique où on demandait de verser à l'UNEDIC plus d'argent à ceux qui avaient recours à ça. C'est la réforme de l'assurance chômage. C'est un autre volet. Et donc, à partir de cette idée, on arrive à cette situation où, de nouveau, on a une vision à la fois punitive et économique de l'utilisation de la fiscalité. Donc, je pense que c'est une très mauvaise idée. Guillaume Duval. Oui, c'est Jean-Marc Daniel qui disait qu'il fallait sortir des idées toutes faites, mais il n'est pas prêt à le faire, visiblement. Vous n'êtes pas d'accord, en tout cas. Et les CDD, vous pensez que les taxer, justement, c'est Non, mais solution? justement, une partie du problème de ce débat, c'est qu'il y a d'une part la discussion sur la loi El Khomri et d'autre part la discussion sur l'assurance chômage et l'UNEDIC. Donc on nous promet avec la loi El Khomri la flexi-sécurité, donc on flexibilise le licenciement pour les chefs d'entreprise, c'est une partie essentielle de cette loi. Et on est censé, parallèlement, renforcer la sécurité pour les salariés. Le problème, c'est qu'il n'y a rien pour renforcer la sécurité pour les salariés dans la loi El Khomri et que, parallèlement, on discute sur l'assurance chômage pour réduire encore les indemnisations des chômeurs. Donc, effectivement, ça ne peut pas aller. Mais dans le cadre de la négociation sur le chômage, sur l'assurance chômage, on était déjà sur l'idée de taxer les CDD. Et ils sont déjà taxés, donc oui, il faut plus les taxer. Ils étaient taxés à un taux très faible. Ça fait longtemps qu'il y a un consensus très large sur le fait qu'il faut dissuader les entreprises d'utiliser des CDD très courts. Il y a 80% des embauches, 90% pratiquement des embauches par année. Et de plus en plus de moins d'un mois. Enfin, c'est du n'importe quoi que font les entreprises. Mais est-ce que ça sera dissuasif, une taxe supplémentaire? Parce que pour l'instant, c'est l'UNEDIC qui paye derrière pendant que les salariés ne sont pas utilisés par les entreprises. Donc il faut dissuader ça. Le problème, c'est que si le président de la République veut utiliser aujourd'hui cet argent pour autre chose que pour combler le déficit de l'assurance chômage, il va falloir le dire aux partenaires sociaux parce que c'est pas du tout sur cette base-là qu'ils étaient partis pour l'instant. Donc oui, en soi, c'est une bonne idée, mais c'est une idée qui était déjà dans le tuyau. C'est pas une idée nouvelle qu'apporte le président de la République et qui change le fond du problème de la loi El Khomri et des problèmes qu'elle pose. Diana Filippova, alors vous représentez le monde de l'innovation, l'Internet. Alors vous regrettez finalement que cet aspect de la nouvelle économie soit occulté totalement finalement oui, en fait, ce que je regrette, c'est qu'une loi sur le travail est absolument nécessaire aujourd'hui, parce que le travail en tant que phénomène social, économique, est en train de changer très rapidement, notamment avec l'économie collaborative, le travail à la demande, qui, même si aujourd'hui ne sont pas encore en train de renverser le rapport avec le salariat, connaissent quand même une croissance relativement rapide. Par exemple, aux États-Unis, plus d'1 million de petits jobs de services dans l'économie collaborative ont été créés en 2015. Et ça grandit en France, cette économie collaborative, avec précarisation, des statuts différents. Exactement. Et surtout que toutes ces nouvelles personnes, dont en fait qu'on n'intègre pas dans la réflexion sur le travail, parce qu'on assimile le travail au salariat, et le salariat au plein emploi et la croissance, toujours les mêmes questions et les mêmes recettes qui reviennent depuis 40 ans, alors qu'elles n'ont pas du tout fait la preuve de leur efficacité. On occulte le fait qu'il y a des nouveaux risques et de nouvelles opportunités qui sont associés à ces nouvelles formes de travail et qu'il faut les protéger, il faut leur permettre de se développer, mais il faut aussi les protéger. Donc moi, je pense que cette loi, elle arrive à un moment où le rapport des forces entre les salariés et les employeurs est en défaveur des salariés. Pour une raison très simple, c'est qu'on est en période de 10% de chômage. Donc, en plein emploi, c'est les salariés qui ont plus de pouvoir de négociation. Quand il n'y a pas de plein emploi, c'est l'inverse. Mais en plus de flexibilité, ça irait tout de même plutôt dans le sens de cette nouvelle économie? Alors, flexibilité, on adopte une approche juridique d'une question, d'un phénomène économique, social et numérique. Aujourd'hui, la flexibilité, c'est pas juste un contrat de travail. Donc ce n'est pas adapté. C'est Internet, c'est votre smartphone, c'est la capacité de votre employeur de vous réveiller au milieu de la nuit ou le soir. Et toutes ces choses-là ne sont pas prises en compte. Pas prises en compte. Exactement. Les négociations tournent quand même autour du plafonnement des indemnités prud'homales. Jean-Marc Daniel, est-ce qu'on peut dire qu'un encadrement plus strict tout de même de ces indemnités peut favoriser l'embauche? Ou est-ce que ce n'est pas un mythe? Je crois que c'est très difficile de savoir quel est l'impact réel de ce genre de mesures. Donc le juge a moins de pouvoir. Donc effectivement, les délais sont plus courts, mais les indemnités sont également réduites. Il y a le froid. Les délais sont plus courts, il n'y a aucun rapport. Oui. Là. Ce qu'on voit bien quand même, c'est que même si on ne peut pas chiffrer à l'unité près l'impact que ça va avoir sur l'emploi, on voit bien qu'à la fois dans la logique, dans le bon sens et puis dans les expériences qu'on a pu voir à l'étranger, si on simplifie, si on clarifie et si on allège les contraintes sur le licenciement, on favorise et on facilite l'embauche. On le voit bien, 2/3 des emplois qui ont été créés dans la zone euro l'année dernière l'ont été en Allemagne et en Espagne, qui sont des pays qui ont fait des réformes sur les conditions
de licenciement. Donc, ça fait des petits jobs, ça fait ou pas? Oui, on l'a vu aussi en Italie où la conséquence du Job Act, où il y avait un élément clé sur les conditions de licenciement, s'est traduite par une inversion des créations d'emplois. Mais là, ils ont modifié le contrat de travail en Italie. Donc juste une dernière remarque là-dessus, comme on vient de le dire aussi, il y a de plus en plus d'emplois qui sont créés hors du salariat, et une des raisons, c'est que c'est une façon de contourner les contraintes du salariat. Une entreprise sur deux. Mais ce plafonnement des indemnités ne va pas véritablement rentrer justement dans cette composante de l'économie. Non, mais une entreprise sur deux qui est créée maintenant est une entreprise de micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que non seulement les gens sont obligés de passer par des phases de CDD, sont obligés de passer par des phases d'intérim, mais de plus en plus maintenant, ils passent par une phase auto-entrepreneur. Donc ça veut dire modifier les statuts de manière beaucoup plus générale. Ça veut dire avoir une vraie réflexion sur les dégâts faits par la rigidité du Code du travail et sur les conséquences, effectivement, une adaptabilité à l'évolution des nouvelles technologies. Guillaume Duval, très vite. Emmanuel Macron avait tout à fait raison tout à l'heure. L'Allemagne a beaucoup moins licencié que nous dans la récession, bien qu'ils aient une récession beaucoup plus importante, pour une raison simple, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de licencier en Allemagne qu'en France, que ce soit individuellement ou collectivement. Je veux bien qu'on adopte les règles allemandes. Je veux bien qu'on adopte les règles allemandes en matière de gouvernance d'entreprise, qu'il y ait une moitié de représentants des salariés dans les conseils d'administration à côté d'une moitié de représentants des actionnaires, que les comités d'entreprise ne soient pas consultés pour avis, mais qu'ils aient un pouvoir plus de dialogue social, décision. Ça ne va pas dans le sens de la loi El Khomri, ça c'est plus de dialogue social uniquement si vous faites moins que les règles. Il n'y a pas plus de dialogue social pour faire plus. C'est juste pour aller vers le moins-disant social qu'il y a plus de dialogue social. Et si c'est ça le progrès, effectivement, on peut avoir, comme le souhaite Jean-Marc Daniel, on peut aller vers les ventes de cigarettes à l'unité. Enfin, les pays où il n'y a vraiment pas d'assurance chômage, pas de protection contre le licenciement, c'est les pays les moins développés du monde. Vous n'êtes pas contre l'assurance chômage, Jean-Marc Daniel? Non, je ne suis pas contre l'assurance chômage. Au contraire, je suis pour une assurance chômage qui soit une vraie assurance. Et je suis pour qu'on regarde la réalité en face, qui fait qu'effectivement, le monde du travail est en train de changer, le monde du salariat est en train de reculer. Il faut redéfinir le contrat de travail, redéfinir ce qu'est le salariat. Ça ne va vraiment pas aussi loin que cela, cette loi El Khomri. Non, mais c'est une première étape. D'ailleurs, on peut être étonné de la fronde. Ça va très loin pour l'instant. On peut très loin pour vous. On peut très bien imaginer une société de plein emploi avec tout le monde à 1 200 €, toute la société, tout le monde. Quand on parle d'Espagne, moi, ce qui me choque, c'est que personne ne prend en compte la dégradation de tous les indicateurs, notamment la dégradation sur le taux de pauvreté. Personne ne prend en compte le fait que les enfants partent de chez leurs parents à 35 ans. On parle que des 300 000 emplois qui ont été créés par l'Espagne. Ce n'est pas un exemple. Alors, le projet El Khomri, si tout va bien, sera présenté en Conseil des ministres le 24 mars. On en connaîtra alors les modifications. Merci à tous les trois. On se retrouve juste après le journal. Restez avec nous. Le gros mot de l'écho. Inflation, déflation, flexibilité, compétitivité. Dites donc, c'est une colle là. J'ai toujours pas compris. Quand il y a Vous n'y comprenez rien? Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello et Gabriel Zuckman de la London School of Economics. Le gros mot de l'écho, à voir sur France 24 et sur france24.com. Moi, je savais vraiment pas par où commencer. Moi, c'était juste après le mariage. Moi, je regardais les petites annonces. Mais j'osais